Alors, Monsieur Gonzalo est titulaire de la chaire Fayol-Magil Construction en architecture, bâtiment et durabilité. Monsieur Lizarralde s'intéresse à la compréhension des processus de projet ainsi qu'à l'analyse des risques, des politiques de logements sociaux et de l'informalité en milieu urbain. Bienvenue, Monsieur Lizarralde. Merci et merci aux organisateurs parce que c'est vraiment magnifique et très bien organisé. La journée est très, très intéressante. Donc, merci à Philippe, mais aussi à toute l'équipe qui a travaillé avec euh, Philippe pour l'organisation de l'activité. C'est vraiment intéressant. Alors, depuis ce matin, on parle du besoin de mieux intégrer nos savoirs, de bien travailler ensemble, de collaborer. Alors, on s'est dit, en fait, on m'a donné le mandat peut-être d'animer la discussion pour voir comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on peut le faire, en sachant que on veut le faire, mais c'est pas si facile que ça, comme on peut constater. Je pense que l'une des grandes réussites en fait du risque a été précisément depuis déjà plusieurs années nous garder dans une conversation multisectorielle, multidisciplinaire, collaborative. Mais comme Philippe le disait aussi dans l'Assemblée à midi, ça reste encore l'un des grands défis pour le réseau. Bien qu'on a beaucoup avancé sur cet objectif-là, ça reste toujours l'un des défis les plus importants pour les prochaines années à venir. Et alors, on se disait que ça serait intéressant de discuter ouvertement et en discussion, en conversation collective, quels sont les enjeux pour y arriver et comment on peut peut-être y faire face aux défis qui sont associés à cet objectif-là. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire dans 1h15, 1h30 environ. Alors, et pour introduire la thématique, je vous ai préparé quelques diapos, c'est pas très long, une quinzaine de minutes, et à présent, on pourra discuter collectivement, voir qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. C'est un peu ça l'objectif. Alors, euh, il y a énormément de fragmentation entre les acteurs qui s'intéressent à la question des risques, au Québec et ailleurs aussi. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a des acteurs et des spécialistes par presque chaque type d'aléa. Il y a des experts en crue, il y a des experts en infiltration d'eau, il y a des experts en montée du niveau de la mer, du dégel de pergélisol, etc. Donc, on sait qu'il y a des experts très pointus sur chacun de ces aspects des aléas naturels et bien d'autres, comme les tremblements de terre ou les crises sanitaires ou les insécurités alimentaires ou d'autres aléas qui nous intéressent. Mais de la même façon, il y a des experts très pointus, encore une fois, sur les facteurs de vulnérabilité. On sait qu'au Québec et ailleurs, il y a des spécialistes, par exemple, sur le vieillissement de la population, qui s'intéressent particulièrement à une groupe sociale, les aînés, ou qui s'intéressent aux enfants, ou d'autres qui s'intéressent aux femmes, d'autres qui s'intéressent à l'itinérance, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, par facteurs de vulnérabilité, on va trouver aussi des champs de spécialisation, des domaines, des disciplines assez approfondis, parfois très, très pointus. Mais aussi, il y a des spécialistes par cause, disons, de ces facteurs de vulnérabilité. On peut imaginer, on le sait bien, de toute façon, il y a des experts en pauvreté, il y a des experts en exclusion, il y a des experts en colonialisme, il y a des experts, bien entendu, en santé publique, en changement démographique, ainsi de suite. Donc, encore une fois, sur les causes des facteurs de vulnérabilité, là, encore une fois, il y a des corpus de connaissances assez approfondis, assez intéressants. À tout ça s'ajoutent les experts en changement climatique qui sont parfois intéressés au volet plus aléa, d'autres qui sont plus intéressés aux facteurs qui mettent en danger les populations. Et donc, encore une fois, il y a d'autres domaines de spécialité qui sont assez pointus. Et par la suite, sur les interventions elles-mêmes, ben là, on a aussi les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les travailleurs sociaux, donc par discipline, encore une fois, des domaines de spécialisation, des corpus de connaissances, des cultures de travail assez spécifiques. Et ça, c'est juste pour le portrait, disons, de la définition générale de ce qui serait un risque oups, ou un désastre. Par la suite, il y a énormément de fragmentation aussi dans le monde de la pratique.
Ce n'est pas juste nous, les universitaires, qui avons la tendance à nous isoler. Le monde de la pratique est aussi extrêmement fragmenté. On sait bien qu'entre paliers gouvernementaux, ben, parfois, ce n'est pas très cohérent, voire facile. Récemment, on interviewait un maire de Rigaud et il nous disait, à juste titre, moi, j'ai beau avoir le meilleur plan municipal pour ma ville, mais si de l'autre côté de la rivière des Outaouais, on fait d'autres choses, mais je peux rien parce que le bassin versant dépasse de loin mes capacités et mon autorité municipale. Donc, on sait bien qu'au niveau aussi des paliers gouvernementaux, il peut y avoir des fragmentations, voire des séparations assez importantes. Aussi entre ministères. On sait bien, par exemple, que les missions des ministères peuvent rentrer en tension, parfois même en contradiction, on pourrait dire, comme c'est par exemple le cas du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, et en même temps le ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques. De l'un côté, un qui cherche à exploiter les forêts de façon responsable, mais de l'autre qui veut protéger la forêt. Donc, parfois, on voit bien, et on suit dans les nouvelles, que deux approches, même au sein du gouvernement, se trouvent en contradiction, voire parfois aussi créant des tensions entre politiques assez importantes. Donc, ces contradictions entre politiques, c'est du point de vue des mécanismes de gouvernance, mais aussi des résultats concrets de qu'est-ce qui ça produit comme action ou des lois. Il y a aussi des fragmentations entre les unités. Moi, je travaille à Montréal, où une grande ville est extrêmement fragmentée. Donc, le monde municipal ne fait que dire à Montréal que la main gauche ne parle pas avec la main droite, le service de ceci ne parle pas avec le service de cela, la division de ceci avec la division de cela, et ainsi de suite. Des fragmentations entre les budgets aussi. Donc, parfois, il y a des programmes spécifiques pour l'aide immédiate, il y a des programmes spécifiques après pour la reconstruction, il y a des budgets, des politiques et des programmes pour la relocalisation, pour la lutte contre les changements climatiques, pour la mitigation des gaz à effet de serre, ainsi de suite. Donc, encore une fois, sur les programmes, par exemple, les budgets qui sont destinés, il y a une grande diversité d'objectifs. Entre les parties prenantes de l'aménagement, c'est le domaine que je connais bien parce que je suis architecte. Donc, les architectes, on ne s'entend pas parfois très bien avec les ingénieurs avec les urbanistes avec les avocats avec les assureurs, ainsi de suite. Donc, même au sein de notre seul champ de domaine, on ne s'entend pas très bien. On parle des cultures et des langages tellement différents que parfois, même autour de la table, on n'est même pas capable de se comprendre. Et entre les phases des projets, la phase de ceux qui travaillent sur la phase de planification, pas nécessairement parlent avec ceux qui vont faire par la suite l'exécution, encore moins avec ceux qui vont faire l'opération, une fois, par exemple, une infrastructure terminée, et ainsi de suite. Donc, même dans la temporalité aussi, les acteurs changent avec, encore une fois, des silos et des huis clos assez importants. Et ça, sans parler de nos chicanes épistémologiques entre chercheurs et nos chicanes intellectuelles. Là, j'espère ne pas frustrer les non-universitaires dans cette diapositive, mais sachez qu'entre nous, même à l'intérieur des universitaires, on s'entend sur le fait qu'il y a beaucoup de désastres et que les changements climatiques les exacerbent. Mais pourquoi y a-t-il autant de désastres? Sur une question si simple que ça, on ne s'entend pas non plus. Là, si on imagine par exemple des théories, des cadres, des discours, voire des représentations à divers niveaux, disons, de conceptualisation ou de théorisation des explications des risques de désastres, même à l'intérieur de la communauté universitaire, on n'est pas d'accord. Il y aura ceux qui vont encore étudier les approches religieuses, à savoir la catastrophe était une punition du ciel, les approches plus positivistes qui vont dire oh, non, non, c'est surtout pas ça, c'est tel débit d'eau qui a été généré pendant tel nombre de jours, donc qui vont se concentrer sur les aspects très physiques, voire quantifiables, mesurables. Par exemple, l'approche par le comportement, c'est qu'ils vont dire ben, finalement, on a mis les gens à risque ou les gens se sont mis à risque parce qu'il y a des comportements individuels qui s'accumulent et qui terminent par créer finalement un effet collectif. Mais là, encore une fois, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Les approches par la vulnérabilité, alors ceux qui vont dire non, la question n'est pas ni physique, ni naturelle, ni religieuse, la question est politique, donc c'est un enjeu d'injustice sociale, c'est un enjeu d'injustice environnementale, et c'est à ce niveau-là qu'il faut l'attaquer.
D'autres vont dire non, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les facteurs de vulnérabilité, mais les facteurs de résilience. Donc, il y a encore des chercheurs hyper spécialisés sur les approches, par exemple, à la résilience, comme il y a aussi ceux qui s'intéressent à l'adaptation, donc un champ d'action aussi qui peut aller vraiment en profondeur, comme ceux qui s'intéressent à la durabilité, un autre cadre théorique qui peut être mobilisé, pour ne pas dire aussi les cosmovisions locales, par exemple des populations autochtones, ou d'autres types de populations marginalisées historiquement. Les approches féministes provenant des sciences sociales aussi, qui continuent à alimenter aussi la réflexion sur pourquoi y a-t-il autant de catastrophes, et les approches décoloniales aussi qui continuent à nous inspirer, voire des approches critiques plus contemporaines qui, encore une fois, ne font pas consensus, mais qui créent des débats très importants au sein de la communauté universitaire. Donc, vous voyez là, déjà, même du point de vue théorique, le terrain est très glissant. On pourrait alors imaginer qu'il y a plusieurs approches. Et d'ailleurs, ça c'est une liste non exhaustive, il y en a plusieurs qui ont été déjà mentionnés ce matin. On pourrait par exemple parler des effets dominos. Dans la table ronde précédente, on parlait des effets en cascade, par exemple, des impacts sur la santé qui génèrent d'autres problèmes, ainsi de suite. Donc, on pourrait imaginer cet effet domino au niveau des aléas. On pourrait imaginer aussi un effet domino au niveau des facteurs de vulnérabilité. Si on est pauvre, ben, on a peut-être moins d'accès à l'assurance. Si on a moins d'accès à l'assurance, c'est plus difficile de se rétablir, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir des facteurs dominants à la fois sur l'aléa, une aléa qui génère une autre, que du point de vue de la vulnérabilité, un facteur de vulnérabilité qui crée une autre, et ainsi de suite. Mais pas toutes ces relations sont linéaires. Il peut y avoir des relations qui ne sont pas linéaires, un effet cascade ou un effet domino, ce qui nous amène précisément à une autre approche, et ça serait celle de l'intersectionnalité, qui nous dit ben, finalement ces facteurs-là ne sont pas si linéaires, c'est plutôt des facteurs qui se superposent. Alors l'approche par intersectionnalité va nous dire souvent les facteurs de risque, de vulnérabilité se superposent les uns aux autres de façon récurrente et en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'être réfugié au Québec que d'être réfugié noir au Québec, qu'être réfugié noir et, je ne sais pas quoi, un autre facteur, pardon, et homosexuel, et ainsi de suite. Donc les facteurs vont se superposer les uns aux autres, pas de façon linéaire, mais de façon, encore une fois, superposée, rendant plus difficile et plus complexe, on pourrait dire, l'analyse de ces facteurs-là. Mais certains vont dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire une fois on reconnaît tous ces facteurs superposés? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait avoir un plan ou un programme de financement exclusif pour les femmes ou pour les personnes homosexuelles, racisées, réfugiées, et une autre à part pour les femmes québécoises nées au Québec? Là, ça commence à être conflictuel aussi, parce que où est-ce qu'on commence à tracer les lignes entre différents facteurs? Est-ce que ça ne va pas trahir la cause, par exemple, des femmes, quand on commence à subdiviser les femmes en différents sous-groupes, parfois extrêmement pointus aussi? Donc, l'idée même d'intersectionnalité termine par créer une propre contradiction avec cette idée précisément de diluer les facteurs de ségrégation. Et par la suite, il y aurait toutes les approches multidisciplinaires ou transdisciplinaires. Nous, à l'université, on est bien content souvent de dire auprès de nos bailleurs de fonds qu'on va travailler de façon multitrans, inter, et tous les facteurs multidisciplinaires possibles. Mais on sait bien que c'est extrêmement difficile, parce que souvent, juste pour pouvoir parler le langage commun, il faut vulgariser tellement les concepts que c'est frustrant pour tout le monde. En fait, on termine par parler des banalités sans pouvoir aller en profondeur, parce que sans une vraie connaissance en hydrologie, ben, pour une hydrologue, ça peut être extrêmement frustrant d'avoir une discussion avec des architectes qui ne comprennent pas la moitié des mots qu'ils disent. Donc, ça peut être et de l'autre côté, pour un architecte ou un urbaniste qui essaye d'aller plus loin, par exemple, sur les codes de construction, rentrer sur toutes les discussions de si une crue, c'est la même chose qu'une inondation ou pas, ben, pour nous, c'est de l'eau. Donc, ça peut être des nuances qui nous échappent, qui sont peut-être moins intéressantes pour nous, et ainsi de suite.
en plus du problème des manques de productivité, parce que si dans cette discussion avec les hydrologues, il faut qu'ils me donnent un cours d'hydrologie 101 pour pouvoir démarrer la discussion, il faut que je donne un cours des codes de construction pour démarrer la construction, ben, on a déjà passé 2 heures, 3 heures de discussion, on n'a même pas commencé à traiter les enjeux. Donc, du point de vue des productivités, parfois, ce n'est pas si évident non plus. On pourrait imaginer qu'on pourrait prendre une approche peut-être plus constructiviste et dire ben, finalement, on va juste accepter que plusieurs réalités coexistent, on ne va pas se chicaner tant que ça, on va simplement dire chacun sa façon de voir les choses, puis on va essayer de travailler ensemble. C'est vrai, mais quand on va essayer d'influencer la municipalité, quand on va essayer d'influencer le ministère, leur dire que une chose peut être A ou son contraire, c'est peut-être pas si facile de convaincre qu'on est sérieux. Donc, dire à un acteur politique, par exemple, qu'une chose peut être soit ceci ou son contraire, puis en même temps que ça marche, diminue un peu notre crédibilité. Donc, ce n'est pas si facile non plus d'adopter des approches trop constructivistes qui nous permettraient peut-être d'avoir un sens de consensus. Si on lit un peu Bruno Latour, on pourrait imaginer aussi, à la façon latourienne, qu'on peut simplement imaginer que le monde est composé des hybrides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissances exclusives aux sciences sociales ou aux sciences de la nature, ou exclusivement à la politique ou aux sciences dures, mais que le monde est composé des hybrides. Une inondation, c'est une hybride qui influence à la fois l'état physique des choses, que l'état politique des choses, que l'état social des choses. On pourrait prendre un peu cette approche-là, mais encore une fois, c'est pas facile devant, par exemple, des élus de prendre une approche trop latourienne et dire ben, on comprend tout dans sa complexité et en même temps, on sait de quoi on parle, mais on ne sait pas non plus de quoi on parle. Donc, c'est pas si évident non plus de prendre cette approche-là. D'ailleurs, parce que aussi on a l'air un peu abstrait et détaché de la réalité. Ça suffit de lire Bruno Latour pour savoir que c'est facile de se perdre dans les nuages facilement. Si on prend une approche par système, même chose intéressante, même entre chercheurs, on ne s'entend pas non plus sur quel type de système. Donc, il y a les spécialistes des systèmes de première génération, des deuxième, des troisième, qui vont des systèmes très simples, comme on les étudiait dans les années 70, jusqu'à autopoïésis et tous les trucs de Maturana et les plus complexes versions de l'approche systémique des années, par exemple, 2010, 2015. Donc, même là, ce n'est pas donné non plus. Et si on prend l'approche par la complexité, qui a été aussi déjà évoquée ce matin et cet après-midi, à la façon d'Huson et d'Armbrand ou d'autres, là, on va alors, encore une fois, commencer à voir qu'il y a des interconnexions entre tout. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des interconnexions entre tout? Concrètement, comment est-ce qu'on traduit ça en plan d'action? Par exemple, si on commence à imaginer cette complexité, on dit, on l'assume, on va assumer qu'on va travailler tout de façon très intersectorielle, multidisciplinaire, trans, etc., etc. Quel cadre théorique devrait-on adopter? Par où est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce qu'on va expliquer, premièrement, comment est-ce qu'on va s'expliquer nous-mêmes ce dilemme? Et deuxièmement, comment on va l'expliquer à des gens qui sont pressés parce qu'ils sont dans l'action, dans le monde de la pratique, de la prise de décision et qui n'ont pas du temps pour notre délibération intellectuelle parfois un peu abstraite. Deuxième question, si nous commençons à regarder toute cette complexité-là et on dit, bon, on va aller de l'avant puis on va l'accepter, où est-ce que commence et où est-ce que ça termine risque? C'est-à-dire, quelles sont les limites de ce qui serait, par exemple, une recherche propre au réseau risque par rapport à d'autres? Par exemple, si on commence à comprendre l'impact des océans, etc., est-ce qu'une recherche sur l'océan, sur la vie maritime des océans, est une recherche du risque ou est-ce qu'il y a d'autres réseaux au Québec pour ça? Peut-être oui aussi. Donc, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine? Si je commence à comprendre des impacts de tout et en même temps, est-ce qu'une recherche sur les codes de construction, sur les égouts, est-ce que c'est une recherche du réseau risque ou pas? Où est-ce qu'on le délimite? C'est pas si évident. Et le risque, c'est effectivement de commencer à dire, ben, on va traiter tout parce que tout est possible, parce que tout est interconnecté, mais en même temps, ça serait un peu difficile à garder de façon cohérente. Troisième question,
admettons qu'on relance le programme de financement comme risque les a connus dans sa première version. Qu'est-ce qu'on va exiger, par exemple, pour garantir une plus grande intégration? Dans les versions précédentes, il y avait, par exemple, l'intention d'avoir plus qu'un chercheur d'un secteur dans la demande de subventions, ce qui a produit probablement des choses très intéressantes. Mais est-ce que ça, c'est suffisant ou est-ce qu'on voudrait avoir d'autres critères pour savoir qu'il y a une vraie intégration des savoirs? Est-ce que ça suffit simplement d'avoir un urbaniste, un géographe ou un géographe, un ingénieur pour pouvoir parler vraiment des intersectionnalités ou des intersectoralités? Et finalement, comment surmonter le problème des langages, de multiplicité des concepts, des cultures de travail propres à chacune de nos disciplines? Hum, je dois vous avouer, par exemple, que j'ai trouvé fascinante la première présentation ce matin sur les cartes, les questions hydrologiques, fascinant, mais il y a environ 50% des termes que je n'ai pas compris. Étant architecte, il y avait plein de concepts qui m'échappaient, donc je pense que j'ai compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris et aller en profondeur. Et j'imagine que les hydrologues, si je faisais une présentation du code de construction, me trouveraient également bizarre. Donc, comment surmonter ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir créer des groupes de discussion où on a à la fois des données en santé, des données en construction, des données en urbanisme, des données en hydrologie, et tout ça, pouvoir le faire de façon cohérente? Je ne sais pas, mais voilà quelques questions pour commencer la discussion. Euh, J'espère ne pas vous avoir étourdi un peu trop avec ça. Mais c'est complexe puisque c'est sur la complexité. Donc, voilà. Comment vous réagissez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et comment on va de l'avant? Qui brise la glace? Oui, ben, merci là, pour la mise en contexte. Je vais briser la glace, là, mais tu sais, je prétends pas être je suis pas un chercheur, je n'ai pas été impliqué dans des financements, etc. Mais fait que peut-être avec une perspective un petit peu externe, mais je crois peut-être un peu pour répondre à la question 3 et 4, euh, je- ça serait intéressant de voir tout ce qui est un peu les processus d'appel de projet, de dire en fait, est-ce qu'on pourrait intégrer dans les appels peut-être une sorte de phase préliminaire où les gens se mettent autour d'une table, puis voient un peu leurs diverses expertises, puis se posent des questions comme c'est quoi tes forces, sur quoi tu travailles, comment on peut préparer un projet ensemble, tu sais, intégrer cette collaboration entre les scientifiques avant l'appel à projet, parce qu'on sait que quand l'appel est lancé, ben, en tout cas, traditionnellement, moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que les équipes s'isolent un peu dans leur coin parce qu'ils entrent en compétition pour une somme d'argent limitée. Donc, ce serait intéressant d'entendre des gens qui sont habitués dans les processus d'appel, de voir s'il y a des choses où on peut faire de la co-construction de sujets ou de la co-construction d'appels en amont pour diriger, mettre les gens déjà en assemblage. Donc, ça pourrait être intéressant. Sinon, on parlait, je pense que c'est Philippe Cachon qui avait parlé d'une carte des expertises. C'est tout simple, mais il y a plein de gens qui voudraient travailler, des chercheurs qui voudraient travailler avec des gens d'université, mais ils ne connaissent pas leurs expertises, ils ne savent pas qu'à l'UQAC, il y a quelqu'un qui travaille sur les milieux humides, etc. Donc, ne serait-ce que d'avoir une sorte de répertoire interactif. Puis ça, peut-être les universités pourraient nous aider parce qu'on sait qu'ils ont les banques de données, mais ils ne sont pas vraiment visibles. Puis je pense que ça pourrait être, les expertises pourraient être mises de l'avant pour aider les chercheurs entre eux à se reconnaître d'une certaine manière, puis à identifier des partenariats. Donc, c'est ça mon commentaire un peu externe de repenser les processus d'appel, puis juste de un peu publiciser les expertises. Intéressant. On pourrait même imaginer des petits montants d'argent pour monter le projet collectivement, pour faire cette étape que tu appelles de co-création, peut-être avec des petits montants pour démarrer pendant quelques mois cette discussion préalable à la vraie demande. C'est intéressant comme hypothèse.
Je sais pas si on l'a testé avant. Ça, ce que vous dites, ça s'appelle le monde communautaire. Alors, ça fait partie de notre vie de tous les jours. On n'est jamais payé pour monter des projets. Euh, fait que ça s'appelle la vie d'artiste quand tu n'es pas vedette. C'est tellement la réalité. Une autre chose, c'est que moi, j'ai compris l'affaire des cartes, mais je ne suis pas cartographe. Mais comme je suis dans un organisme de bassin versant, on a des connaissances transversales parce que c'est toujours autre tâche connexe. Ça n'a pas d'importance ton titre dans l'organisme. Tu as toujours autre tâche connexe. Puis souvent, moi, ce que je trouve dans toutes ces choses-là, c'est que les organismes communautaires qui ne sont pas des centres de recherche et ils ne prennent pas ce titre-là non plus, mais ils ont des besoins terrain. Ils le savent, ce qui se passe sur le terrain, et souvent, les organismes de recherche gagneraient à travailler avec nous parce que souvent, si on veut répondre à des besoins, il faut les connaître. Alors, je pense que l'échange avec le milieu, puis comme je dis, les organismes communautaires, puis là, dans ce cas ici, on va parler d'organismes de bassin versant. On a des connaissances, on a des besoins, mais on n'a certainement pas les capacités. Donc, c'est certain que si tout le monde gagnerait à travailler ensemble parce que notre expérience terrain est là. Mais évidemment, comme je dis, les moyens ne sont pas là. Ça, c'est les moyens au niveau ressources, au niveau financier ou humain. Mais c'est certain que ce serait un point de départ pour nous, en tout cas. Oui, intéressant. C'est vrai, par exemple, que quand on travaille avec un organisme qui est dans le terrain, nous, par exemple, comme chercheurs, on est obligé déjà de ne pas utiliser des langages, des mots, par exemple, trop techniques de notre domaine de spécialisation parce qu'on sait qu'on va perdre d'autres. Pendant qu'entre chercheurs, parfois, on fait moins attention parfois à ce réflexe-là. Donc, c'est peut-être effectivement une bonne piste. J'allais dire un peu la même chose que Madame, j'ai oublié votre nom de l'OBV. Nicole disait. C'était à se questionner si les chercheurs, on est les bonnes personnes pour écrire ces demandes-là. Parce qu'on est tous teintés d'une couleur, on a toujours le jupon qui dépasse une discipline. Puis d'avoir des gens, de soutenir justement soit du communautaire, une organisation comme Ouranos ou d'autres qui partent d'un besoin, mais qui n'ont pas la capacité, bien là, peut-être qu'on aurait quelque chose. Dans le fond, on irait chercher. C'est qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Fait que peut-être qu'on pourrait essayer un appel à projet avec cette couleur-là, qui serait de soutenir soit un organisme communautaire ou une autre organisation et leur donner de la capacité. Des appels à projets qui viennent des organismes, non pas des chercheurs, par Il exemple. y en a des appels à projets pour le communautaire, mais souvent, ils n'ont pas l'aspect recherche ou très peu, ou ils font toujours affaire avec les mêmes parce que c'est les seuls qui connaissent, en fait. Mais d'ouvrir, en fait, les horizons, ça pourrait être pour avoir des vrais projets intersectoriels fondés sur le vrai besoin du terrain, en prenant le soin de voir qu'est-ce qui s'est fait avant aussi. Il me semble qu'il y a eu des appels des projets lancés par les ministères, non, Philippe? Est-ce que ça a bien fonctionné pour éviter un peu ce problème-là ou... Parce que je pense qu'il y a eu des appels dans la version précédente qui venaient précisément des partenaires. Oui, ben, celui qui a été fait sur le Mamache, il y a eu toute une discussion, puis Manel était là, tu pourras en parler encore mieux que moi. Mais il y a eu vraiment, ça répondait à un besoin du milieu qui venait d'ailleurs du monde municipal, qui a le bureau du projet Rivière-Chaudière est allé vraiment et définir le projet en fonction des besoins du milieu avant de faire quoi que ce soit en termes d'appel à projet. C'était vraiment ce qu'on a appelé un appel à projet ciblé. Mais je vais laisser peut-être Manel et Fleur intervenir. J'avais une autre commentaire pour revenir à ce qui a été dit aussi, parce que c'est pré-appel, on en a fait avec le RQM notamment, avec aussi Ouranos. On vient de parler du Mamache, mais j'ai une suggestion. Enfin, je vais laisser de toute façon. Mais... Oui, j'aurais besoin d'être honnête parce que on ne va pas y réinventer la roue s'il y a des choses qui ont été déjà testées. Manuel? Oui, bonjour tout le monde. Comme d'habitude, j'ai plusieurs casquettes au risque. Je connais Gonzalo depuis une quinzaine d'années. J'ai toujours l'honneur de collaborer. Aujourd'hui,
Pour le moment, je vais jouer le rôle d'une personne qui va lire les questions qui viennent vers Gonzalo par chat. Donc, on salue les personnes qui sont en ligne. Ernesto Rodriguez nous dit: la réflexion présentée par Gonzalo pour le risque devrait peut-être menée par le réseau Précrisa aussi, car les menaces émergentes sont aussi bien naturelles qu'anthropiques et ont des impacts systémiques, interconnectés et complexes. Et pour finir, si on ne va pas rajouter autre chose, je pense que c'est un commentaire plus qu'une question. Pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe, oui, on a travaillé sur un projet, un appel à propositions ciblées, collaboration risque avec le MAMACH. Le besoin a été exprimé par le bureau de projet Rivière-Chaudière suite à un besoin du milieu, donc le milieu municipal et les MRC de la zone Rivière-Chaudière qui se font inonder fréquemment. Donc, ils ont consulté le risque et on a lancé un appel à projet conjoint. Et puis, eux, ils sont en train de financer. Le projet sont actuellement en cours. La collecte de données est en train d'être réalisée. Donc, la science est au service des citoyens. Des résultats scientifiques, mais aussi des outils d'aide à la décision seront produits. Parce qu'en intersectorialité, il ne suffit pas uniquement d'avoir des données. Tout à l'heure, avec Stéphane, on parlait de l'accumulation de données. On crée des données, on produit des données. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Pas uniquement des mémoires scientifiques, mais aussi des outils d'aide à la décision qui vont aider les municipalités, les MRC à prendre les meilleures décisions orientées en regard de la science produite. Voilà, merci. Vous pouvez me corriger, mais j'ai compris à midi on va renforcer le volet service ou l'équivalent de volet service. Donc, j'imagine que ça vient répondre un peu à cet objectif de recevoir des commandes qui, par nature, vont être intersectorielles, interdisciplinaires, etc., n'est-ce pas? Donc, peut-être une composante plus recherche universitaire et une autre plus recherche appliquée au service, quelque chose comme ça. Oui, ben, en termes d'approches qui peuvent être porteuses pour favoriser une meilleure intégration, il y a entre autres au Royaume-Uni des approches par groupe de compétences qui ont été appliquées pour l'analyse des risques d'inondation, notamment en phase de cartographie. Et puis, on mettait des hydrologues avec à la fois d'autres experts de l'intervention du niveau municipal puis des citoyens. Et ça permettait vraiment de faire évoluer la façon dont les hydrologues même percevaient leur propre travail puis leur propre recherche. Donc, ça peut être une façon un peu, là, une perspective à explorer. Puis, ça permet aussi justement d'aller contrer ces espèces de problèmes de langage. On développe une meilleure compréhension commune de certains concepts. On développe des définitions communes. Puis après ça, une fois que ces bases-là sont établies, l'efficacité du groupe de travail n'est pas différente de celle d'un groupe de travail de gens qui seraient du même secteur. Donc, la perte en productivité initiale qu'on peut avoir avec le temps finit par disparaître. Donc, là-dessus, ça peut potentiellement être intéressant. Je vais laisser Philippe. Peut-être si tu pourrais nous partager des articles sur cette expérience. Oui, avec ça plaisir. serait intéressant. Puis, si je rebondis aussi sur ce que Nicole, je pense, et Lily ont dit, dans le cadre de mes recherches doctorales, j'ai parlé à des intervenants municipaux, puis une des choses qu'on déplorait beaucoup, c'est le manque de ressources. Oui, bon, tout le monde manque de ressources, mais surtout le manque de ressources dans les équipes municipales pour préparer les demandes pour ces projets-là, les demandes de subventions pour faire de l'analyse des risques au niveau municipal. On déplore beaucoup que les cartes sont faites à Québec d'un côté, mais que concrètement, est-ce que le muret va tenir? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a une population vulnérable qui est là? Ces connaissances-là de terrain, les intervenants municipaux n'ont pas nécessairement les compétences, les connaissances ou même les effectifs pour pouvoir les faire. Puis, ils n'ont pas les effectifs pour faire les demandes, pour avoir les ressources, pour pouvoir faire les études. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, le milieu de la pratique, le milieu de la recherche pourrait justement soutenir ces initiatives-là qui partent des autorités municipales pour pouvoir développer des projets qui sont vraiment ancrés dans la réalité terrain, puis qui ensuite, dont les retombées viennent complètement, directement être appliquées dans la pratique. Merci. Alors, de toute façon, Flore va nous partager très bientôt son doctorat qui est en train de terminer, fait qu'on va y voir aussi des choses très intéressantes. Elle est évidemment dirigée par notre collègue Bernard Motulski. Alors, je vais revenir à plusieurs choses parce que je peux peut-être mettre la table aussi, j'aimerais ça entendre mes collègues. Bon, moi, je suis un vieux... j'ai connu une autre phase où on avait justement exactement ce que je viens de dire, mais c'est tout à fait pertinent, Alexandre.
Bon, je ne vais pas revenir là-dessus mais je vais quand même en parler. Le CFCAS, le Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences, avant de développer des projets, faisait ce qu'on appelle les lettres d'intention. On s'en était parlé au risque. On a décidé de ne pas y aller par lettre d'intention. En fait, ça permet de prendre le temps d'abord de monter les projets, de faire des réunions d'équipe, de monter tout ça, de faire remonter les besoins des milieux. Et dans la CFCAS, la Fondation canadienne du climat et de l'atmosphère, qui a été démantelée par le gouvernement Harper, j'étais évidemment au fédéral quand ça s'est produit, avait cet argent-là non seulement pour permettre aux chercheurs de monter les équipes dans les lettres d'intention, mais donner de l'argent pour organiser des colloques, des ateliers où les gens se réunissaient pendant une journée ou deux. Je l'ai fait avec mes collègues de McGill, avec plusieurs chercheurs, et ça nous a permis de vraiment co-construire un projet avant même d'aller à l'étape de demande. Ce qu'on peut ou pas faire, évidemment, compte tenu de la contrainte de temps qu'on a, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager, penser, parce que je pense que l'idée est très intéressante. L'autre chose aussi, puis je vais revenir sur ta première question. Tu poses des très bonnes questions, Gonzalo, évidemment, tu nous fais réfléchir, mais on s'est déjà posé la question, vous vous rappelez, Marie-Pierre, encore une fois, le FRQ n'est pas là, mais je me rappelle les discussions qu'on avait eues avec Rémi Quirion. On est un réseau qui est là pour aider, ce n'est pas nous qui prenons les décisions, c'est les gestionnaires de risques. Mais on est là pour développer le travail en amont et s'assurer encore une fois que ce travail co-construit va répondre à des besoins. Donc la question numéro 1, elle peut être, justement, si on prend le temps de développer les projets, qu'est-ce qu'on a besoin en gestion des risques? Puis ça, il y a les approches théoriques qui sont là. Je trahis mon domaine, évidemment, je travaille dans le domaine depuis des années. On a aussi donc un cadre théorique qui encadre de plus en plus cette gestion de risque. Et ça prend automatiquement justement des partenaires du milieu. Ça, c'est obligatoire. Si on veut travailler sur la... Alors peut-être c'est ça, revenir à des appels à projets qui sont dans différents domaines, quelque chose qui répond à la fois à une espèce de cadre théorique, et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut l'améliorer, sans pour autant rentrer dans les concepts ésotériques pour la plupart de... Mais peut-être regarder comment on réinscrirait nos projets dans la gestion des risques en fonction évidemment des enjeux qui viendraient du milieu. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément, et ça fait des années qu'on en parle. Tu te rappelles, on a eu aussi une discussion ensemble, Gonzalo, je me rappelle, il y a des années. En fait, on se rend compte que si on ne fait pas le travail de retour d'expérience, de leçons apprises, il y a une partie, en fait, des choses qu'on manque. Sur bien encadrer, bien définir. Il s'en est produit des événements, je viens d'en parler avec Johan, avec des collègues en météorologie, juste l'événement de cet été ou même de l'année dernière ou de ces récentes années, si on prenait juste le temps de regarder ce qui s'est produit. Peut-être qu'on identifierait justement les angles morts, à la fois sur la partie préparation, sur la partie intervention, sur certainement, comme disait Daniel tout à l'heure, aussi sur la partie rétablissement, qui est souvent oubliée. Je viens juste, je m'excuse, j'en parlais parce que vous savez qu'il y a 70 000 personnes qui sont retrouvées à 70 000 réclamations d'assurance, mais il y a encore plein de personnes qui sont des personnes en particulier, des personnes âgées, vulnérables, qui n'ont pas été capables, par exemple, de couper le gyproc et la moisissure a commencé parce que les assureurs, ça fait un mois qu'ils travaillent à essayer de régler toutes ces réclamations qui sont là. Donc là, il y a aussi des enjeux d'intervention. En tous les cas, si on prenait le temps, encore une fois, de faire un retour d'expérience, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait apprendre. Puis dernière chose, on a parlé beaucoup de personnes vulnérables. On le sait, il y a des personnes qui sont particulièrement vulnérables, en particulier les personnes âgées, les personnes qui sont seules suite à des désastres. Il y en a qui en ont connu plusieurs cet été. En particulier débordement d'égouts, refoulement, etc., parce qu'on sait qu'il y en a eu. Donc, ça aussi, peut-être, d'un point de vue communautaire, j'entendais Lily tout à l'heure, je te regarde toi, Nathalie, aussi autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement aider ces personnes vulnérables? Puis quel type de projet on pourrait mettre justement en place? Ça revient un peu à ta deuxième question. Les relations entre un grand nombre de facteurs, oui, mais circonscrire peut-être des projets qui seraient de nature ne serait-ce qu'à régler des problèmes à court terme ou trouver une façon d'avoir des bons coups pour continuer et poursuivre ce travail-là vis-à-vis des populations les plus vulnérables. Voilà. Intéressant, merci. Mario, tu avais une idée?
Tellement d'idées, en fait. Je ne sais pas trop comment les organiser, je dois vous admettre. Mais j'ai beaucoup aimé ta présentation. Moi, personnellement, ça me rappelait 30 ans en arrière, à peu près le moment où j'ai rencontré Philippe Gachon à l'Institut des sciences de l'environnement. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais qu'on se dise collectivement, c'est que on est en train d'innover, on est en train de faire quelque chose de différent. Et tout ce que tu as mentionné, très bien mentionné, là, d'ailleurs dans les diapos là, qui précèdent les questions qui sont là, ben, tout ça, on essaye d'être pragmatique et de le mettre en œuvre. Alors moi, je voudrais qu'on se félicite, là, parce que moi, Philippe, ça a d'abord été un ami parce qu'on ne se comprenait pas en termes de discipline. Tu sais, moi, je suis plutôt du secteur des sciences sociales et du secteur des sciences naturelles, mais on s'est côtoyés il y a 30 ans dans le cadre de nos études doctorales. Et ben, aujourd'hui, on se connaît mieux, on est capable de dialoguer un peu plus. J'ai quand même une formation en géographie, même si j'étais en géographie humaine. Et voilà. Et donc, ça, c'est ça qu'on vient de faire. Là. On vient de créer un lieu intersectoriel où ben, Danielle Maltais, je ne sais pas si elle est encore là, mais elle est aussi dans un univers qui est assez éloigné du mien. Et donc, on le fait et on est ensemble. Et moi, je suis pour un pluralisme. Moi, j'aime bien essayer de convaincre Philippe, parce que là, je le prends à partie, mais tu sais, de la pertinence des sciences sociales, d'une façon haute de construire. Et je pense qu'on a besoin de la multiplicité des approches pour aborder le phénomène des inondations. Ça n'empêche pas qu'il faut essayer de surmonter ça, mais je pense qu'il faut préserver le pluralisme, la possibilité de faire nos recherches avec un cadre théorique spécifique, féministe ou peu importe. Il faut préserver ça tout en essayant de construire des ponts, des passages. Donc, voilà. Moi, je suis encore sur un comité d'une revue qui s'appelle Nature, Sciences, Société, qui a été fondée il y a une trentaine d'années. Et pour moi, l'important, c'est que les débats interdisciplinaires puissent avoir lieu, puissent être là. C'est une revue qui se veut à la fois interdisciplinaire, mais aussi orientée vers l'action. Donc, les disciplines qui sont plus orientées vers l'action puissent cohabiter avec des disciplines qui sont plus théoriques. Moi, je pense que c'est ça. C'est un climat général où on peut avoir une pluralité de perspectives, de confrontation, mais on a un objet. On a un objet là, qui est les inondations, bon, beaucoup influencé par la question de l'adaptation au changement climatique. Alors moi, je pense que c'est ça qu'on a besoin, c'est de se réunir autour d'une préoccupation commune. Et là, ça me permet peut-être de parler de la question de la demande sociale. Tu sais, on a un problème qui est très, très contemporain, qui demande d'agir, qui demande d'intervenir. Les inondations, mais plus globalement, les changements climatiques. Et puis moi, je pense que c'est très porteur de s'ajuster à la demande sociale. La demande sociale, en tout cas, moi, je la vois venir beaucoup du milieu municipal en ce moment, mais elle peut venir d'ailleurs aussi. Et puis, travailler ensemble pour essayer de répondre à une demande sociale qui implique de résoudre un problème complexe, je pense qu'il faut maintenir ça dans notre réseau. Alors, je terminerai avec... J'ai beaucoup aimé ta présentation. Pour moi, il faudrait se la garder comme feuille de route pour qu'on maintienne une grande réflexivité sur ce qu'on est en train de faire. Donc, on pourrait la systématiser un petit peu puis se dire, ben, on va toujours garder ces préoccupations-là à proximité, si on veut. Je te confirme que ça m'intéresse de travailler avec toi là-dessus. On pourrait se mettre ensemble. J'avais noté le mot pragmatisme, l'idée d'aller, de répondre aux problèmes qui se présentent à nous d'une façon, pas d'attendre d'avoir toutes les réponses là, avant de s'y accoler. Et pour moi, ben là, je vais terminer là-dessus avec Nathalie. Demain matin, on a un atelier sur l'antenne, sur l'antenne régionale de l'Outaouais. Pour moi, l'idée de territorialiser là, ce qu'on fait, peut-être qu'on fera juste un bout de temps là-dessus, là, sur la territorialisation, mais je pense que l'idée des antennes, c'est en bonne partie ça. Il va falloir que les antennes se parlent aussi, là.
puis qu'on s'articule à ce qui se passe dans le monde, pas juste au Québec, mais on est quand même un réseau qui s'intéresse au Québec. Pour moi, avec la territorialisation, on vient de l'idée d'avoir une perspective intégrée des problèmes. Ça va nous forcer à travailler en équipe pour répondre à ces problèmes-là. Ça va nous forcer à avoir plusieurs perspectives pour aborder le problème. Donc voilà, je pense qu'il y a je suis très, très content de voir ça. C'est sûr que je mettais de l'avant cette idée-là au début, en 98, puis là, ben, 4-5 ans plus tard, ça se concrétise. Bref, je suis heureux d'être ici, heureux d'être avec vous. Merci. J'imagine que si tu avais rencontré Philippe il y a 20 ans, c'était ça, par Zoom, vous n'aurez pas la même relation de travail que vous avez aujourd'hui. Donc, je me permets d'enchaîner avec une discussion qu'on a eue avec Jean-Bernard et Lily pendant la pause. C'est que le risque, la première partie du risque a été affectée bien évidemment par la pandémie, c'est qui a peut-être exacerbé des distances disciplinaires qui existaient déjà. Maintenant, on a la chance d'être en présentiel. On disait avec Jean-Bernard que ça fait la différence de pouvoir se parler. Donc, peut-être qu'une partie de ces huis clos sont plus facilement brisés quand on a la chance de partager un café. Donc, tout ça pour dire que les webinaires, par exemple, ont été très, très utiles pour plusieurs raisons, mais des activités en présentiel comme on fait aujourd'hui font la différence probablement aussi. Oui, veux-tu y aller? Oui, merci Gonzalo. Jean-Pierre Richet, directeur exécutif du risque. Je suis un de ceux qui a participé à la fondation du risque avec Philippe. J'ai beaucoup soutenu, comme directeur de la recherche à l'UQAM, la fondation du risque et son évolution. Et il y a une chose qui est revenue souvent, c'est que c'est un peu le paradoxe de Condorcet, puis là, c'est le philosophe qui va parler plus que le gestionnaire, c'est qu'une série de disjonctions ne forme pas une conjonction. J'ai beaucoup aimé ta présentation, Gonzalo, parce qu'elle est sceptique et montre pour chaque, disons, paradigme, les limites de chacun. Il faudrait presque tous les prendre, travailler sur le plan logique les disjonctions pour voir où sont les zones de rejoignement et comment tout cela fait une agrégation. On va laisser ça à l'intelligence artificielle et à ChatGPT ou à d'autres instantiations de l'IA. Je vais reprendre des éléments que Mario a mentionnés avec, je trouve, beaucoup de pertinence. C'est la notion d'antenne. Je crois vraiment qu'on a une discussion à avoir sur ce qu'est une antenne, pourquoi on les crée. Ça a paru un petit peu en Assemblée générale. Je pense que c'est rien qu'un symptôme et que la notion n'est pas épuisée, au contraire, elle commence. On est dans les balbutiements. Mais j'aimerais, et je t'en ai parlé un petit peu comme ça à la sauvette, et je regarde Marie-Josée Fortin, qui est là-bas, que je salue. Je crois vraiment qu'il faudra faire un travail mais par stakeholders. OK? Et là, je prends un paradigme dans ce qu'on appelle les services aux collectivités en français, mais qui traduit en anglais ressemble plus à ce qu'on appelle la community-based research. OK? Et qui rejoint des éléments de co-construction dont Alexandre Gagnon nous parlait au tout début, mais qui, lorsqu'on les reproduit, pas seulement à un groupe communautaire en particulier et un chercheur, mais qu'on retrouve ça en études féministes, auprès de la recherche pour les syndicats, pour les groupes communautaires eux-mêmes, on s'aperçoit que ça peut être de l'arbitrage entre détenteurs d'enjeux. Que la recherche devient à ce moment-là des enjeux de recherche dont il faut faire l'arbitrage. Et l'arbitrage, il s'autorégule d'une certaine façon dans des groupes qui se rencontrent. Et l'antenne régionale, parce que le risque est heureusement condamné à être autre chose qu'une Montréalité, l'idée, c'est de faire en sorte que sur la base de localité, de territoire, il se crée des logiques de recherche qui auront comme expression des appels à projets, etc., mais des logiques de recherche
propres et qui construisent leur spécificité avec, par exemple, des antennes, des observatoires régionaux, des groupes communautaires et qui, parmi lesquels se font des arbitrages autour des enjeux de recherche. Et c'est peut-être ça qui est l'avenir du modèle du risque, c'est-à-dire quelque chose d'un rhizomatique, là, plutôt qu'une centrale avec des tentacules. Hein? Ce n'est pas une pieuvre. Il ne faut pas que ce soit conçu comme ça. Il faut plutôt que ce soit des rhizomes qui poussent à gauche et à droite avec leur vie propre, reliées entre elles par des réseaux d'observatoires qui n'ont pas seulement pour vocation de créer ou de stocker des données ou de se perpétuer les lacs de données dont on parlait, mais les organiser puis créer des lieux de mobilisation de connaissances, dans le fond, si je ne me trompe pas. Alors, quelque part, il y a des enjeux comme ça qui vont de la coproduction et co-création et co-construction des savoirs et des objets de savoir jusqu'à leur utilisation, consommation par des décideurs, par des communautés, etc., et donc de l'appropriation. Alors, quelque part, il y a des modèles locaux à construire et je pense que les antennes, c'est un formidable outil pour arriver à structurer cet espace-là entre les municipalités, les groupes communautaires, les observatoires et les universitaires, de telle sorte qu'on articule tout ça par arbitrage d'enjeux. Bon, très intéressant, effectivement. Merci. Oui, peut-être un commentaire supplémentaire. En fait, ça pourrait être intéressant pour le risque ou comme n'importe quelle organisation scientifique de faire un peu un portrait des angles morts, de se dire sur le sujet des inondations, est-ce qu'il y a des thématiques pour lesquelles on n'a pas une expertise au Québec ou pour lesquelles on sent qu'il y a un besoin mais qu'on n'y répond pas. Donc, de faire un peu un état de la situation, de dire quels sujets sont traités mieux que d'autres et de se positionner ou pas, c'est selon la stratégie du risque, mais de dire est-ce que sommes-nous les mieux placés pour répondre aux besoins ou est-ce qu'on devrait valoriser le travail d'autres organisations? Moi, une chose, par exemple, que je ne sais pas si les travaux du risque en ont beaucoup parlé, mais tout ce qui touche aux écosystèmes ou à la partie environnementale des inondations, on sait que la partie sociale, heureusement, il y a eu une constatation que c'était quelque chose qui manquait et qu'on met de plus en plus d'efforts. La partie physique, on la comprend assez bien, elle peut toujours être améliorée. Mais la partie environnementale, je ne sais pas si c'est un vrai angle mort ou non, mais c'est de se dire, est-ce qu'il y a d'autres réseaux, par exemple les réseaux sur la biodiversité, qui pourraient être intégrés dans les réflexions? Donc, c'est toujours bien de voir si on n'a pas des œillères ou des choses qui sont... Fait que ça répond un peu à la question 2 de dire où sont nos frontières? On peut en poser, on peut dire c'est pas nous qui est mieux placé, mais il faut les évaluer au départ. Merci. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la présentation. Je réfléchis depuis tantôt, on a beaucoup travaillé à inviter les gens pour venir à l'antenne, participer parce qu'on a le goût de traiter des enjeux locaux, puis d'avoir un regard multi ou interdisciplinaire sur les enjeux. Mais on a oublié les citoyens, je m'en rends compte aujourd'hui. Je ne sais pas trop, il faut réfléchir à comment on fait, mais puis pourtant, on réfléchit sur créer un groupe de citoyens experts. Lily faisait référence tantôt, il y a des citoyens et citoyennes qui ont développé des compétences parce qu'ils ont fait face à des inondations, qui auraient sûrement des choses intéressantes à nous dire. Donc, note à moi-même, il faut représenter les citoyens dans l'antenne. Je pense qu'il y a quelque chose qui a bien fonctionné aussi dans Risque 1.0. Et je pense qu'un pollinisateur très efficace a été nos étudiants qui nous forçaient finalement, parce qu'ils voyageaient d'un côté de l'autre de la montagne, par exemple à Montréal, à parler à la fois avec les gens de l'UQAM ou de l'UDM ou des McGill. Manel, par exemple, était une pollinisatrice exceptionnelle parce qu'elle était entre le milieu de la privé,
et de la pratique à l'UQAM et à l'UDM, etc. On pourrait imaginer Stéphane aussi et d'autres étudiants au cycle supérieur. Donc, je me demandais aussi si peut-être on ne pourrait pas bâtir sur ça pour des bourses de pollinisation où la recherche s'est faite dans une autre institution avec une autre équipe et non pas nécessairement avec son directeur, ou pas complètement, pas seulement avec son directeur, mais ces espèces de passages. Les étudiants nous obligent un peu à faire cet exercice-là déjà. Tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Nathalie, parce que d'abord, l'Assemblée, on va en faire une justement pour voir comment on est capable d'optimiser l'implication de chacun. Ça implique aussi sortir de purement les universités. Il y a les partenaires, les différents partenaires. Et tu as une excellente suggestion. Si Lily, je ne veux pas trahir ce qu'elle elle est partie, mais dans Pré-Crisa, ils ont créé une cohorte de citoyens et une cohorte aussi qui va être accompagnée aussi par des experts dans le domaine d'une seule santé. Puis je trouve l'idée extrêmement intéressante. Pareil pour les étudiants. Les gens de la ville de Gatineau ne sont pas là. Marie-Pierre, on va s'en reparler parce que peut-être on pourrait avoir un support ou trouver une façon de, notamment les étudiants, les mettre à contribution. Et trouver une façon de pouvoir, on en parlait à plusieurs reprises, trouver une façon d'être agile, de pouvoir réagir. C'est clair qu'il va y en avoir des inondations. L'autre jour, j'assistais à une présentation de deux directions qui pourtant ne se parlaient pas avant. Encore une fois, c'est un bon exemple à Gatineau, direction des services techniques et sécurité publique. Ils ont trouvé une façon de pouvoir améliorer leur processus à la fois les services techniques et la sécurité publique. Et il faut un retour d'expérience et ils m'ont demandé la dernière fois comment on pourrait faire ça avec vos étudiants, parce que nous, on a besoin de documenter tout ça, on a besoin parfois de géographes, ça peut être des gens en sciences, en ingénierie ou dans différents domaines. Donc, cette agilité-là, il va falloir y travailler. Je reviens aussi, puis peut-être ça va permettre à certains de pouvoir réagir sur la composante service. Une chose qui est sûre, qu'on voit de plus en plus, puis on se fait solliciter différents niveaux, on en a des événements de plus en plus nombreux. Je calculais l'autre jour, depuis 2017, donc depuis Crémy, je pense avec discuté avec M. Couillard, le gouvernement à l'époque, lorsqu'il y avait une inondation, puis que l'idée s'est venue en disant qu'est-ce que le réseau universitaire peut faire. De 2017 à 2024, on a eu seulement 3 années où il n'y a pas eu d'inondation majeure au Québec. 3 années. Ça veut dire que c'est récurrent et on est une des provinces, on est en train de documenter, où on a vraiment des inondations. Bon, il faut dire aussi qu'on a beaucoup de rivières, beaucoup de lacs, mais une grandeur du territoire qui est exceptionnelle. Et je viens de découvrir, je m'excuse de ne pas l'avoir découvert avant, que, en fait, là où les tempêtes vont générer les précipitations les plus intenses, dans le contexte du changement climatique, c'est toute la façade est des États-Unis, en particulier parce qu'on est soumis à des cyclones tropicaux, comme on l'a vu avec Débit. Ce n'est pas le cas dans les prairies, ce n'est pas le cas dans l'Ouest. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'inondations. Mais ce que ça veut dire par là, c'est qu'on a des événements récurrents, n'est-ce pas, Joanne, qui vont se produire de plus en plus, et on l'a vu cette année avec Beryl, avec Débit, sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Donc, il faut se préparer aussi à ça, à documenter et à fournir ce service, et en particulier, mais je vais vraiment terminer, Éric, je ne sais pas si tu es là, Éric Martel, en Zoom, ces soirées citoyennes qu'il organise à la ville de Pincourt. Oui, c'est dur, mais c'est extrêmement utile. Moi, je vais y aller personnellement avec 3 personnes la semaine prochaine pour expliquer aux citoyens dont certains ont porté plainte contre leur ville parce qu'ils considèrent qu'il y a une négligence. Est-ce que c'était ou pas un événement de force majeure? Puis il y a des gens aussi qui vont venir expliquer, bon, les clapets anti-retour, les pompes, etc., des choses un peu plus techniques, mais prendre le temps d'aller expliquer aux gens et développer ce rapport de confiance avec la population, c'est extrêmement important. Oui, c'est demandant, mais c'est une composante de service que je pense que nous, les experts, tu as mentionné tout à l'heure, on doit travailler à communiquer l'information et on a un retour quand on fait ça de toute façon. Parce que les gens, d'abord, apprécient qu'on ait pris le temps de le faire. 2, il y a des choses qu'on apprend sur le terrain aussi. Voilà. Magnifique, merci. Je n'ai pas pris des notes. J'espère que quelqu'un a pris des notes parce que
je ne l'ai pas fait. Ah oui, un autre commentaire. C'est un peu schizophrénique, votre affaire, parce que vous êtes aussi citoyen. Vous pouvez aussi subir des inondations. Alors oui, vous avez à aller rencontrer des citoyens, puis d'ailleurs, les organismes communautaires connaissent beaucoup de citoyens dans différentes circonstances, donc on peut être des entremetteurs, entre guillemets, mais je pense que faut pas juste avoir un chapeau sur la tête, j'en ai comme 50, moi, là, mais c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se dire que moi, comme citoyenne, j'ai vécu le verglas en 98. On a eu 2 incidences dans ma municipalité. Je me souviens même plus c'était quoi. Puis cet été, on a vécu aussi, il y a eu des chemins qui ont été fermés. Donc, oui, je suis présidente de l'organisme de bassin versant, mais oui, je suis aussi citoyenne. Puis j'écoutais monsieur le philosophe, puis j'écoutais tout le monde. Finalement, ça revient à l'humain. Je veux dire, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut poser toutes les questions qu'on veut, on peut leur donner tous les titres qu'on veut, mais ça dépend qui est là et quelle est la volonté d'agir. Fait qu'il faut trouver les personnes, puis je reviens à ça, ce sont les personnes qui font la différence. Tu peux avoir n'importe quelle organisation politique, n'importe quoi. La différence, c'est toujours les personnes qui font la différence. Alors, si on veut un groupe, là, le groupe a ratissé, mais ça veut dire que les gens qui restent, ceux qui vont être là demain matin, ben, c'est les gens qui ont vraiment l'intérêt. Et quand tu peux aller chercher les gens qui ont vraiment l'intérêt, c'est là où tu vas réussir. Après ça, le reste se décline à partir de ça. Mais il faut quand même un noyau de personnes. Puis comme je dis, ben, il ne faut pas juste porter son chapeau d'universitaire ou de présidence, de ci, de ça, mais il faut aussi porter son chapeau de citoyen parce que nous sommes des citoyens aussi à la base. Alors, en terminant, les documents, merci beaucoup aux étudiants aussi, à toutes les personnes qui ont pris des notes. On va faire une synthèse de nos notes. On va évidemment le réviser à l'interne et ensuite se le partager pour tous les gens, on va dire, qui étaient là, pour éviter qu'on n'ait pas oublié personne. Les choses importantes qu'on a dit. Juste pour le mentionner, vous êtes pris avec ça, c'est comme ça. Je me suis engagé vis-à-vis de mon recteur à partager ces notes-là parce qu'on a eu 2 tables qui touchaient au domaine de la santé. Puis le CAM, d'ailleurs, comme lui, est en train de mettre en place des réflexions justement sur les formations dans le domaine de la santé, que ce soit des écoles en santé, des facultés en santé. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Mais surtout, et d'ailleurs, c'est parmi les mots qui vont terminer mon allocution, éviter l'appropriation et la fausse représentation inégalitaire des disciplines. Dans l'intersectorialité, une des choses d'ailleurs que tu as dit un petit peu sans le dire, Gonzalo, ce qu'on a besoin absolument de faire, c'est mettre toutes les disciplines à égalité. Il ne doit absolument pas y avoir d'instrumentalisation d'une discipline par rapport à une autre. On en a d'ailleurs parlé beaucoup vendredi dernier lorsqu'on a eu une discussion avec nos collègues à propos de la santé, c'est extrêmement vrai. Toutes les disciplines ont une contribution à avoir avec justement trouver des solutions. Cette mobilisation sociale va nécessiter justement la mise en évidence et surtout l'interrelation entre toutes nos connaissances et l'expertise qu'on a développée au sein du réseau risque. Et donc, ça aussi, ça va faire partie des synthèses, je pense, de notre journée. Oui, préparer les prochaines étapes avec le comité scientifique, mais nous aider aussi comme des orientations stratégiques à mettre en place. C'est sûr qu'on n'aura pas fait le tour. Tu avais tout à fait raison tout à l'heure, Nathalie. Et les gens qu'on n'a pas écoutés aujourd'hui, notamment un certain nombre de citoyens. Je trouve l'idée, justement, qu'on a dit tout à l'heure, à propos de l'accord de citoyens, très intéressante. On va voir comment tout ça peut se mettre en place, puis aussi peut-être profiter de l'expérience, notamment du réseau Précrisa dans le domaine. Et la partie service. Alors, on s'est déjà fait dire que on n'est pas un centre de service, qu'on doit rester dans les universités. Mais je me corrigerai si je me trompe. Les universités, les chercheurs ont 3 mandats. Former, faire de la recherche et le service aux collectivités et à la collectivité. Cette connaissance-là, on doit évidemment la partager avec le milieu. Et c'est pour ça que cette notion de collaboration en termes de services, avec des services comme Environnement Canada, le MESCC ou d'autres ministères, on va le faire ensemble. Et vraiment, je termine.
En Europe, ce qui fait leur force, c'est qu'ils partagent justement cette expertise et cette composante service. Tu vois par exemple le service Copernicus qui diffuse toute l'information sur les aléas, les feux de forêt, les inondations. Ça s'est fait avec qui? Avec les services météorologiques et les universités comme Reading, comme les France, comme les grandes universités qui se retrouvent évidemment en Europe, parce que tout ça contribue aussi à pouvoir partager et fournir un service collectif pour réduire les conséquences des inondations ou d'autres aléas. Voilà, merci beaucoup. Ça fait vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous, de pouvoir, comme disait Gonzalo, voir les vraies personnes, pas juste en images, à travers une vidéo dans laquelle nous n'avons pas nécessairement choisi le scénario.